Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, même si vous êtes ni toutes ni tous. Et je suis Octave Charles-Robuffic évidemment. Et je vous retrouve pour une nouvelle émission du Nightly Wednesday News. Donc encore une fois, le contexte sanitaire nous a obligés à changer nos plans. On a dû faire l'émission le mardi parce que les bars vont réouvrir le mercredi et on ne voulait pas évidemment vous limiter. Tu disais yes ? Oui, je disais yes. Ça te fait plaisir ? C'était heureux. Ça te fait plaisir qu'on décale l'émission mardi ? Non, je suis heureux Parce que que- les bars réouvrent. Du coup, le nom de l'émission, le nom de l'émission, on a dû le changer, donc il passe de NWN à NTN pour aujourd'hui. Et ça crée un petit problème parce que NTN, ça fait la TNT c'est de la bombe, mais en même temps, cette émission, c'est déjà de la bombe. Bref, tout ça pour faire des blagues un peu vaseuses, mais c'est déjà mon émission favorite. Et la principale raison, c'est évidemment la présence de mon fidèle compagnon, l'œil sur le chat, mon chroniqueur préféré, le fabuleux Lucas Marcelin. Yes. Comment vas-tu, Lucas ? Eh ben, ça va très bien parce que comme je te le disais, les bars réouvrent demain et donc je vais y aller très rapidement pour me picher la gueule. Ça fait plaisir. Et j'ai vu que tu avais déjà mis cette phrase plus bas dans ton texte. Tu Exactement. n'étais pas en train de réutiliser tes blagues d'après pour avant ? Écoute, doucement, je m'intègre à l'émission tranquillement. Bon, maintenant que les formalités de dire bonjour à Lucas ont été remplies, on va pouvoir parler de l'émission. Donc cette semaine, on a fait une émission de folie, croyez-moi sur parole. Est-ce que je vous aurais déjà menti ? Je ne crois pas. Le thème de cette semaine, on va parler de journalisme, on va aussi parler des nouvelles écritures et des nouvelles narrations. Donc on va parler de plein de choses différentes, de la fiction, du journalisme sportif, du luxe. On a plein de choses, on va vous parler de plein de choses tout simplement. On a des invités de prestige aujourd'hui et en plus, école de journalisme oblige, on était un peu obligé aujourd'hui de parler de ça. Et c'est-à-dire, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai mis une belle veste, une belle chemise, comme si j'étais un présentateur, sauf qu'en bas, j'ai mis un jean et des baskets et ça me donne un style assez approximatif. Après- Mais moi, j'aime bien. Après, si je peux me permettre, c'est pas trop ton style habituel. Je trouve que ça dénote un peu et que tu es moins beau qu'à l'habitude. Mais écoute, ça me fait plaisir que tu me dises ça. De toute façon, j'ai chaud, je vais retirer ma veste et je vais mettre une casquette dès que j'aurai fini cette introduction. Mais en tout cas, c'est le journalisme aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vais vous présenter 3 petites définitions. Et en fait, cette fois-ci, au lieu de faire 3 définitions, vu que c'est plus le même nom d'émission, vu qu'en fait c'est même plus le même jour, je me suis dit que j'allais faire autre chose. Et j'ai pris un synonyme de journalisme. Un synonyme de journaliste. Et ce synonyme, c'est journalope. Bon, écoutez, c'est un mot un peu spécial. C'est en fait une insulte que profèrent souvent c'est les tweetos qui vont dire journalope pour un article qui est mal écrit selon eux. Et cette insulte, en fait, c'est comme si je disais à Lucas, au lieu de dire « Hey Lucas », je lui disais « Hey connard ». Sympa. Mais du coup, par exemple, on a un tweet de Casse-Museau qui a rajouté une marque de politesse. Merci les journalopes de contribuer à aider le gouvernement en se focalisant sur de faux débats. En fait, c'est comme si Lucas, au lieu de te dire bonne journée Lucas, je te disais on a bien bossé aujourd'hui, bonne journée, connard. Et ça, c'est vraiment pas sympa. Ah, ça me fait un peu plaisir, hein. Tu as mis le bonne journée, donc... Bah, en fait, c'est un peu gris, tu vois. C'est ni blanc ni noir, pas trop insultant avec un remerciement. On est sur un hybride. Bref, on va arrêter cette intro un peu bancale. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de journalisme. C'est une profession qui évolue énormément actuellement, mais cela veut-il dire que la presse classique va complètement disparaître ? Est-ce que c'est le numérique qui va prendre le pouvoir ? C'est justement ce dont on va discuter aujourd'hui. Et pour cette formidable émission, j'accueille en premier 3 invités plateau. J'accueille Aurore Bano, Anaïs Lefebvre et Augustin Bernard. Vous allez bien ? D'accord. Bah, très bien, écoutez. Donc, j'en perds mon latin. Aurore Bano, toi tu as créé un podcast sur le luxe. C'est bien ça ? Exactement. Toi, Anaïs, tu es étudiante à l'école W en 3e année en majeure journalisme. Documentaire fiction. Documentaire fiction. Oui.
Mais c'est les journalistes documentaires fiction, c'est les 3 en même temps, c'est ça? Oui, c'est les 3 en même temps. Je le savais. Et du coup, tu as aussi créé un podcast 75 et également un autre podcast pour ton projet de fin d'études, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et toi, Augustin, tu passes en 2e année au CFJ, Ouais, tu as fait l'école W avant C'est ça. et tu es actuellement un futur journaliste, si on peut dire. Exactement, futur journaliste, pur produit du 210. Pur produit de chez nous. Ouais. En parallèle, on a 2 personnes aussi en visio et pas des moindres. On a évidemment d'abord Thomas Déric, qui est un étudiant aussi de W, un W3, qui en fait partie du partenariat avec l'EDEC, qui est venu nous rejoindre pour cette 3e année à l'école W, qui est lui un explorateur et qui voyage énormément en Amérique du Sud notamment, si je dis pas de bêtises. Ouais. Notamment. Et en invité d'honneur aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Grégoire Margoton, donc commentateur vedette de l'équipe de France sur TF1 et qui a fait évidemment plein d'autres choses dont on va parler juste après. Bonjour Grégoire, comment ça va? Ça va très bien, l'honneur est pour moi. Salut à tous. Ça nous fait extrêmement plaisir de te recevoir. Je ne pouvais pas rêver de meilleurs interlocuteurs pour parler du journalisme et des nouvelles écritures. Et justement, Grégoire, je vais commencer par toi. En fait, quand on a su que tu venais, on a posé pas mal de questions à notre entourage. Qu'est-ce qu'on voulait savoir, qu'est-ce qu'on devait te demander finalement quand tu allais venir. Et donc, pour t'introduire, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va mettre un petit extrait audio pour que les gens puissent te reconnaître. Ouais, c'est passé dans le centre, Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho. Frappe du pied gauche. Oh, l'étincelle. Oh, la foudre. 89e minute. L'homme du match, c'était déjà lui. Donc là, on a eu 2 extraits de matchs que tu as pu commenter sur TF1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, comme je disais, tu es le commentateur depuis 2016 de l'équipe de France sur TF1, l'équipe de France de football. Tu commentes également le handball. Au préalable, chez Canal+, tu avais aussi fait de l'athlétisme et même du basket, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait à peu près 30 ans que tu es dans le métier, donc notamment avec un gros passage chez Canal+. Et avant, en fait, tu étais passé par le CFJ dans les locaux, on se trouve aujourd'hui dans les locaux du CFJ, puisque l'école W a été créée par le CFJ. Grégoire, première question, ça fait quoi d'avoir le parcours rêvé de tous les futurs journalistes sportifs? Je ne sais pas si c'est le parcours rêvé, mais tu as raison de rappeler au préalable que j'étais au CFJ et que ça a été important pour moi. Alors pas dans vos locaux aujourd'hui, mais dans l'ancien CFJ, qui était rue du Louvre dans le centre de Paris. J'ai donné quelques cours dans vos locaux à vous depuis il y a 3-4 ans, donc je sais que vous êtes bien installés. Ça fait quoi? Ça fait de se dire qu'on est un journalard, c'est-à-dire pas un journalope, mais un journaliste gueulard, en fait. Je crois que c'est ça. Alors, si tu veux trouver un mot pour me certifier, ça va être journalard. Écoute, j'ai eu de la chance, c'est tout. J'ai eu de la chance de passer au CFJ, tout simplement. Parce que c'est grâce au CFJ que j'ai pu rentrer à Canal+. Le patron des sports de Canal+, à l'époque, s'appelait Charles Bietri. Il avait fait le CFJ. Et il avait besoin de 2 stagiaires qui soient efficaces tout de suite, dès le premier jour d'arriver dans la rédaction. Et il savait qu'il allait chercher ces 2 stagiaires au CFJ. Et il aurait 2 étudiants qui étaient capables de faire un sujet, de poser une voix, de faire un mix, d'aller faire une interview, etc. Et on en était capables. On est rentrés tous les 2 avec Vincent Raduro. Lui est encore à Canal+. Et grâce au CFJ, moi, j'ai connu la suite. C'est ce côté que tu disais là, un peu touche à tout, capable de faire du mixage, de monter, qui a plu à ton début. D'ailleurs, c'est ce que nous trois, parce que j'en fais partie aussi, mais nous 3 avec Augustin et Anaïs, nous qui sommes passés par l'école W, c'est aussi ce qu'on nous apprend. Justement, ce côté touche à tout. Ça coupe beaucoup. Ouais. Vas-y, dis-moi. Non, mais ce côté touche à tout, justement, on le retrouve pas mal dans ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler des nouvelles écritures notamment. Donc, par exemple, Aurore et Anaïs, vous avez créé toutes les 2 un podcast. Pourquoi vous avez choisi ce format-là, un podcast, plutôt que tous les autres formats que vous pouviez imaginer, style vidéo, comme vous voulez? Moi, c'était c'était en 2e année. Et je suis désolée Caroline, mais la 2e année c'était un supplice parce que c'était que de la communication. Je suis d'accord avec toi. On est d'accord, c'était horrible. En fait, à la base je suis normande et je me suis intéressée dès que je suis arrivée à Paris, j'ai développé une passion pour la ville en fait. Je trouvais ça hyper fascinant d'avoir plein de cultures au même endroit différentes. Parce qu'en Normandie, on était tous pareils, c'était un moule, un énorme moule. Et du coup, pourquoi tu t'es dit faire un podcast sur Paris Parce que la vidéo, je maîtrisais un peu, le podcast pas du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et toi, Aurore, par rapport au luxe, qu'est-ce qui t'est dit
À quel moment tu t'es dit je vais faire un podcast sur le luxe? Alors, il y a eu plusieurs raisons. La première, c'est pour la facilité de mise en œuvre que tu as avec le podcast. Tu n'as pas toutes les contraintes que tu peux avoir visuelles, sonores, enfin, sonores du coup, mais c'est plus facile, on va dire, à mettre en œuvre, c'est plus accessible. C'est aussi un nouveau média qu'on voit de plus en plus, que tu peux écouter hyper facilement. Et donc, je pensais que ça pouvait être intéressant d'avoir un nouveau média, entre guillemets, sur un milieu qui est quand même... qui peut paraître inaccessible, tu vois, à beaucoup de personnes, et vraiment le faire découvrir un peu plus de l'intérieur, expliquer un petit peu ce monde qu'on voit comme un peu un monde de paillettes, et montrer un peu sa complexité sans tout dévoiler pour pas lui enlever sa part de mystère et de rêve, justement, mais voilà, l'insuffler un petit peu dans la vie de tous les jours des personnes qui ont envie d'écouter de nouvelles histoires. Ok, mais justement, ce côté podcast, toi, Grégoire, tu peux le ressentir aussi, je pense, dans le métier de journaliste sportif. Aujourd'hui, c'est un métier qui évolue énormément. Il y a eu beaucoup de nouveaux médias qui se sont créés, que ce soit des sites internet. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites sur YouTube. Comment toi, tu le vois avec ton œil, entre guillemets, de journaliste sportif expérimenté? Comment tu vois cette nouvelle génération, cette nouvelle vague de journalisme sportif? Et est-ce que tu penses que le futur du journalisme sportif, c'est ça, finalement? Je te remercie pour l'expérimenter, tu aurais bien pu dire vieux. Et jamais je n'aurais osé dire ça. Ce soir, je crois. Parce que je suis vieux. Et donc j'ai connu en fait tous les modes d'expression du journalisme. J'entends Aurore, j'entends ton ami sur les podcasts. Moi je crois une chose, avec ma petite expérience, je crois une seule chose, c'est que c'est le tuyau qui change. C'est le média qui change, mais c'est pas le métier qui change. On fait le même métier quand on commente un match de foot, quand on fait un podcast sur la mode, quand on fait un direct au cœur d'une manifestation pour la radio, ou quand on fait un petit format pour le web. C'est le même métier, ça doit être des mêmes réflexes. Et comme toujours dans l'avenir, il y aura des bons podcasts et des mauvais podcasts, parce que les bons podcasts sont faits par des gens qui auront compris le média et qui auront compris comment raconter l'histoire qu'ils ont envie de raconter. C'est juste le tuyau qui change. Tout ce que vous apprenez, je crois encore aujourd'hui, dans votre école, apprendre à monter un sujet, apprendre à raconter une histoire, apprendre à savoir ce qui est important, ce qui est superflu dans votre propos, tout ça, ça vous servira pour tous les exercices que vous allez faire dans l'avenir, un podcast ou autre chose. Moi, je fais des podcasts aussi, tout le monde fait des podcasts aujourd'hui, tout le monde fera des podcasts. J'en ai fait des différents. J'en ai fait plusieurs qui duraient 1h30. C'était une longue interview, c'était pas très compliqué. Puis je suis en train d'en faire en ce moment d'autres qui durent que 20 minutes et qui sont des vrais petits documentaires, avec du commentaire, avec des interviews, avec du sound design, avec vraiment une atmosphère qui doit être créée. C'est un autre exercice, mais ça s'appelle toujours podcast. Et j'ai l'impression toujours, moi, de faire le même métier, comme quand on fait un documentaire à la télé avec beaucoup de moyens, beaucoup de tournage, qui va durer 52 minutes, comme un simple petit CG d'1 minute 30 dans un journal. C'est la même chose. Et c'est ce que je crois que j'ai appris au CFJ et par la suite. Mais justement, tu parles de tuyaux. Toi, Augustin, tu as travaillé un peu à la télé en stage pendant ton parcours à AW puis au CFJ. Aujourd'hui, tu vas commencer un stage dans la presse écrite. On a également Thomas en ligne qui, lui, travaille actuellement pour un média de presse écrite également. Comment toi tu travailles au quotidien? Est-ce que tu trouves que quand tu fais de la vidéo puis après tu vas passer sur la presse écrite, c'est un peu le même style de fonctionnement? Je rappelle aussi que tu avais pendant un certain temps géré La Prolongue qui était aussi un média sportif en ligne. Est-ce que tu as l'impression aussi de faire la même chose ou même si tu as des outils différents, finalement c'est le même travail? Je trouve que ce qui est intéressant avec l'école W, je vais pas faire la promo de l'école W pendant 1 heure, mais ce qui est intéressant c'est que ils nous ont mis le pied à l'étrier sur tous les modes d'écriture différents. C'est super de pouvoir faire dans la même école du son, de la vidéo, de l'écrit, plein de formats différents. Et d'ailleurs, moi ce que j'aime, c'est qu'avec le CFJ, ça se continue. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'avec l'école W, je suis arrivé au CFJ avec un bagage hyper intéressant qui m'a permis d'avoir de l'avance sur plein de choses, d'apprendre, de savoir déjà monter une vidéo, tourner une vidéo, faire un podcast, toutes ces choses-là. Et donc maintenant, je me concentre vraiment sur l'essence de ce que je mets dedans. Je fais plus trop attention à la forme, j'essaie de vraiment me concentrer sur le fond parce que j'arrive à maîtriser un peu les différents outils. Et c'est justement un bonheur de savoir qu'on a plein d'outils différents pour raconter les histoires. Et c'est un kiff de me dire j'ai une bonne histoire, comment je vais la mettre en scène, sachant que j'ai toutes les cartes en main pour que ce soit le mieux possible. Maintenant, on peut même faire un podcast, une vidéo et un écrit sur le même sujet, faire des dossiers hyper cool sur Internet. Il y a plein de moyens de relayer la même information. En fait. C'est ça, on a eu des masterclass avec des gens qui faisaient des documentaires interactifs avec des cartes interactives, des podcasts, des photos. Je pense que
c'est vraiment une palette nouvelle qui nous permet de faire des choses encore plus approfondies, encore En fait, mieux. c'est juste une extension finalement de la palette qu'il y avait avant. Aujourd'hui, il y a juste plus de moyens finalement de faire, c'est ça. Et justement, ça m'amène à poser une question à toi, encore une fois, Grégoire. Comment, donc toi, tu es commentateur sportif, comment pour un match de foot, par exemple, c'est toujours entre guillemets le même format, c'est forcément relayé par vidéo. Comment tu peux, dans ton approche du match, comment tu travailles dans l'approche et comment est-ce que l'approche peut changer, en fait, peut varier d'un match à l'autre ou d'une compétition à l'autre? Là, pour le coup, on est dans la même chose. Que ce soit du handball, Ouais. de l'athlétisme ou du football, n'importe quel sport, je pense que le travail est le même. Ça, je l'ai appris au début de mon histoire à Canal+. La préparation, c'est toujours la même. La préparation en amont, c'est toujours la même. Et l'idée, c'est de tout savoir et de pouvoir ensuite refermer ma fiche, refermer mon cahier pendant l'événement et de me concentrer sur l'histoire que je dois raconter et sur l'émotion que je dois transmettre et aller chercher. Voilà, toutes les infos, je dois les avoir en tête, en gros. C'est ça l'idée et c'est toujours la même chose. Après, quand on revient à l'écriture, quand on revient au tuyau que vous évoquiez à l'instant, raconter un match, c'est aussi une écriture. Alors, c'est pas une écriture pensée, imaginée, structurée, mais c'est une écriture qu'on doit accompagner en direct. Ça reste quand même une écriture. Moi, j'ai appris 2-3 choses, pas beaucoup plus, des réflexes qui me resteront toute ma vie et qui marcheraient pour un match, qui marcheraient pour un podcast, qui marchent pour n'importe quoi. C'est le changement de rythme, c'est créer un peu de surprise, c'est tout d'un coup mettre l'auditeur ou celui qui vous regarde dans un moment de « tiens, qu'est-ce qu'il me dit ?» Tiens, de s'interroger. ramener à votre attention. C'est des choses dans l'écriture que j'ai apprises et que je mets en pratique en permanence depuis. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça me sert tout le temps et ça me sert aussi quand je fais un podcast et ça me servira quand j'aurai d'autres moyens d'expression, peut-être moi aussi, dans les années qui viennent. Mais justement, tu parles d'autres moyens d'expression. On a aussi Thomas qui est avec toi en visio. Toi, Thomas, tu optes pour raconter tes récits. Tu as plusieurs moyens. Donc déjà, tu as un site internet où tu racontes tes périples. Et tu interviens également dans des conférences, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, alors du coup, j'ai plusieurs canaux de communication pour partager mes aventures. Donc moi, à côté de ces aventures, je travaille dans un magazine d'outdoor, de la presse écrite. Et du coup, là, je vais raconter des histoires de voyageurs. Mais quand c'est au moment, c'est à moi de raconter mes aventures, j'ai un outil assez génial, c'est que je fais de la relation presse. C'est moi qui choisis les médias auxquels j'ai envie de m'adresser. Du coup, il y a des fois où je peux aller choisir de raconter mon aventure dans un podcast. Une autre fois, ça va être dans un magazine papier. Une autre fois, ça peut être sur un plateau télévisé. Donc finalement, je vais pouvoir m'essayer à plein d'exercices et comprendre lesquels me plaisent le plus. Et voilà, essayer de travailler un peu différentes compétences. C'est un peu ce qu'on fait à W aussi globalement, c'est essayer d'être polyvalent sur tous les moyens de communication. Mais donc voilà, j'ai pas de médias, je dirais que je privilégie. En fait, j'essaie d'aller vers le plus de médias possible qui me correspondent, quel que soit le format, disons. Je vais privilégier le fond au format, donc voilà. Et justement, il y a eu aussi pas mal d'inquiétudes, que ce soit ces derniers temps, mais même depuis plusieurs dizaines d'années, où on a l'impression que le numérique va complètement submerger les médias traditionnels comme la télé, la radio ou la presse écrite. Mais il y avait déjà eu des débats similaires il y a 20 ans, quand les médias, quand les journaux gratuits étaient sortis, comme 20 minutes et Métro, dans lequel par exemple toi tu as travaillé, Augustin. Aujourd'hui aussi on a ce côté, et je pense que Grégoire tu seras le mieux placé pour en parler, mais le côté médias payants, comme par exemple les chaînes de sport où il faut payer un abonnement à l'année, et les chaînes gratuites qui diffusent de moins en moins de matchs. Est-ce qu'on peut avoir ton avis là-dessus par rapport notamment à ce qui s'est passé cette année, que ce soit par rapport à, ou je ne sais pas si tu as le droit d'en parler évidemment, mais par rapport à ce que Mediapro a pu proposer et la récupération par Canal derrière? Non, mais on peut parler de ça si vous voulez, mais ce qui m'intéresse, c'est quand même ce débat que tu évoques, Ouais. et que j'entends, moi, tu as raison de le dire, depuis au moins 30 ans. Moi, ça fait 20 ans que j'entends que la presse va mourir. Et finalement elle est encore là. 10 ans que j'entends que la télé va mourir, que la radio doit mourir. Et en fait, non, c'est pas de la mort qui se passe, c'est de l'adaptation à ce que vous appelez le numérique. La presse écrite, on la lira peut-être plus avec un journal qui tâche les mains, etc. On la lit déjà plus avec un journal qui tâche les mains.
Elle s'est adaptée, mais ça reste toujours de la presse. Le Monde existe toujours, l'équipe existe toujours, l'Express et le Point existent toujours, et sont des sites d'information numériques, digitaux, qui fonctionnent bien et qui sont faits par des journalistes qui étaient les mêmes dans la presse écrite avant. Après, il faut pouvoir juste monétiser tout ça. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. La preuve avec les droits sportifs, avec Mediapro, c'est un des exemples. C'est l'argent. Le jour où le numérique arrivera à gérer, où les podcasts arriveront à gérer autant d'argent et donc de publicité et de revenus que les médias traditionnels, eh ben, ils pourront encore plus se développer. Aujourd'hui, moi, je fais un podcast typiquement pour le groupe TF1. J'ai 0 budget. Voilà, c'est simple. Même dans un groupe comme TF1 qui lance une offre podcast parce qu'il sent que c'est important d'être sur ce marché-là, sur ce créneau, sur ce mode d'expression-là, il y a 0 budget. Donc, je pars comme vous, j'imagine, avec mes 2 micros, avec ma valise. Je vais faire mes interviews. Je coûte pas, je fais des interviews ou par Zoom ou que à Paris. Il n'y a pas un billet de train, il n'y a rien du tout. On fait le minimum en montage et on essaie de faire un podcast pour pratiquement 0 €. Voilà, on en est là pour l'instant. Mais dans 10 ans, on fait le point. Et je pense que ça aura évolué. Justement, là, ce que tu décris, c'est vraiment un système de débrouille. Je ne sais pas si vous avez eu aussi des anecdotes comme ça, où c'est un peu, j'ai envie de dire, à l'arrache, où tu vas chercher ton entretien, chercher ton interview, et que tu dois vraiment je ne sais pas si vous avez toutes les deux peut-être une anecdote par rapport à ça, un moment qui t'a marqué peut-être, Aurore? Non, mais après, là où je vous rejoins, c'est que moi, j'ai pas fait de journalisme. Enfin, une école de journalisme. Ouais, à la base, toi, tu viens d'une école de luxe. Plus de la débrouille, c'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, je vais faire un podcast, c'est cool. Tu vois tout le monde qui dit c'est hyper simple à mettre en œuvre. Non, derrière, il y a beaucoup de préparation. Je connaissais pas, par exemple, quel matériel il fallait avoir, comment ça se passe quand tu es en face de ton invité. Bon. Et donc, du coup, ouais, c'est beaucoup de recherche, j'ai beaucoup de débrouille. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire comme anecdote Peut-être un truc qui t'est arrivé avec un intervenant qui t'a marqué, un micro qui marche pas par exemple, et moi je suis un peu là, je sais pas quoi faire, du coup je perds pas la face, j'enregistre quand même et puis je me rends compte que non, ça a pas marché, tu vois. Ça a pas marché et donc, tu dois et du coup je le refais, mais après la personne en face comprend aussi parce que c'est le début, elle voit bien que bon, tu galères un peu et puis au final ça se passe bien et puis tu enregistres et puis tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. Exactement. Et toi, Anaïs, pour par exemple ton podcast sur Paris? Ah ouais, moi il y a eu un truc un jour, c'était, mais même encore maintenant, je suis morte de honte quand j'y pense. C'était avec un de mes invités, et je vais pas dire le nom, mais c'est mon dernier invité avec qui j'ai enregistré. Et c'était un peu compliqué. On va le retrouver si tu dis que c'est le dernier. Oui, voilà. Mais il a été hyper gentil pour le coup, il était super sympa. Mais c'est le premier invité en fait que je ne connaissais pas. Parce que j'ai commencé en 75 avec ma meilleure pote et on a fait ça dans son salon, quoi. Et après, forcément, je pouvais pas aller forcément dans les salons de tout le monde, et en particulier, je pouvais pas aller dans le salon de cette personne-là. Et c'était, je me souviens, donc j'avais loué un truc de coworking à Strasbourg-Saint-Denis. Et c'était dans un vieux truc, les poubelles elles étaient éventrées au rez-de-chaussée, c'était un enfer. Et par contre le local était cool, et la personne est arrivée, elle me dit mais on est où là? Elle a cru qu'elle allait se faire tuer à cet endroit. Je pense qu'il s'est dit oups, j'aurais pas dû accepter parce qu'il a été super gentil, mais après il a été très pro, très gentil, et je pense que, et même au niveau du son on l'entend, c'est pourri, je suis consciente, mais parce que comme tu l'as dit au début, on sait pas, même si j'étais à W, ça nous apprend la débrouille. Ça nous a pas, en tout cas en deuxième année, ça nous a pas forcément appris les connaissances techniques en podcast. Moi j'ai vraiment fait ça toute seule dans mon coin. Mais donc c'était un peu de la débrouille. Mais tu es capable de te débrouiller par toi-même si besoin. Exactement. Ouais. C'est ça nous donne les cartes pour savoir rebondir, savoir gérer la situation. Et voilà, la saison 2 sera meilleure. Mais c'est vrai que cette anecdote de on est où là? Je meurs de honte. Justement, la débrouille, toi, Thomas, ça doit t'arriver souvent. J'avais l'impression que tu étais un peu fichu, mais tout va bien. Ça doit t'arriver souvent aussi quand tu es tout seul. En fait, toi, c'est carrément le concept de ton truc. C'est de te débrouiller par toi-même, au milieu parfois de nulle part, et de faire au mieux, que ce soit dans des conditions physiques et environnementales assez difficiles. Ouais, c'est un peu ça l'idée, c'est de se mettre dans des conditions difficiles. Finalement, je pense que quand on essaie d'être aventurier, de créer des aventures, on fait un peu la même chose qu'un journaliste, c'est-à-dire qu'on va créer une histoire et on va ensuite chercher à revenir et la raconter. Et voilà, je pense que le but, c'est pas forcément de me mettre en danger juste pour faire du sensationnel ou quoi. Il y a aussi une quête spirituelle derrière certains projets. Mais ouais, j'aime bien
me mettre dans des conditions un petit peu déroutantes en fait, qui vont complètement transcender le quotidien et rendre des endroits assez standards incroyables. Je repense par exemple à l'été dernier, j'ai traversé la France en roller. C'est une aventure un peu bizarre, et en fait ça joue à un détail. Si je l'avais fait à vélo, ça aurait été un voyage sympa, et en roller ça devient un truc un peu bizarre, et toutes les rencontres qu'on fait sont marquées par ça. Les gens nous demandent pourquoi on voyage comme ça, et par exemple pour cette aventure, mon but c'était de sonner tous les soirs chez des gens et d'être accueilli chez eux, et en fait ils m'ouvraient leurs portes parce que j'étais en roller. Donc voilà, après ça c'est à l'échelle locale, un projet que j'ai fait parce que j'étais en France et un peu confiné. Mais quand je peux, j'essaie d'aller, disons, me découvrir un peu plus loin. Et voilà. Je pense que c'est quand même ouf parce que c'est quand même ouf parce que à l'ancienne, quand Thomas est arrivé ici et qu'il faisait des cours avec nous, on savait presque pas qu'il était aventurier et tout ça. Quand il est arrivé à l'école W. Voilà, quand il est arrivé à l'école W. Et je me rappelle la première fois où on l'a su à peu près à W, on a tous regardé sur YouTube, et moi je crois que j'ai regardé toutes les vidéos qui étaient dispo, tellement j'étais en train de me dire, mais moi je suis en train de jouer à FIFA dans mon bureau tranquillement, et lui il est tout seul au milieu des guépards, en train de mourir. Toi Augustin, il y a eu des moments où tu as failli mourir Oui, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pas du tout, non. Pas du tout. Toi, c'est toujours carré, bien organisé. Le truc qui est marrant, c'est que Grégoire disait tout à l'heure qu'il a aucun budget pour faire son podcast, par exemple. Et tu as dit que l'école W nous apprend la débrouille. C'est carrément vrai. En fait, quand tu es étudiant en journalisme, tu es censé faire du travail professionnel, mais tu n'as pas de budget. Et donc, tu es obligé de faire des interviews à Paris, des interviews maintenant en Zoom. Mais surtout, tu dois trouver des moyens de faire un truc quali sans budget. Malgré le manque de moyens. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que moi j'ai fait des stages à la télé, chez France 5 notamment du coup. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un média traditionnel, mais que j'ai été recruté là-bas, moi, en tant que community manager. Et au bout d'une semaine, ils m'ont dit « Ah bah tu sais faire ça, tu sais faire des vidéos sur Internet et tout, ce serait cool, on a des réseaux, on a plein de followers et tout. Ce serait cool si tu nous faisais du contenu sur Internet. » Donc finalement, ils t'ont changé carrément ton poste. Complètement changé. J'étais pas du tout community manager en fait. Et c'est marrant de voir que du coup j'avais pas de moyens, ils n'avaient pas un budget supplémentaire pour le web. Dit, fais ça leur budget c'était ma paye de stage quoi. Et donc ça va. Tu l'avais pas prévu un peu ça, de faire exprès de rejoindre en community pour manager le truc c'est moi je kiffais vraiment. J'adorais l'émission et j'étais un peu. T'avais tout planifié. Je me suis dit je rentre par n'importe quelle porte, s'il faut je fais le ménage là-bas et après on verra si j'arrive à devenir journaliste, et j'ai réussi parce que du coup après je faisais des contenus sur internet journalistiques ou des interviews, des trucs et tout, donc c'est cool. Avant de passer à la chronique de Lucas, peut-être Grégoire, toi, tu as peut-être une ou deux anecdotes, que ce soit à tes débuts en tant qu'étudiant, ou bien quand tu étais, maintenant, peut-être il y a quelques jours, ou quelques semaines, quelques mois, quelques années, quand tu étais déjà au prime de ton art finalement. Au prime. Est-ce que on va pas rentrer là-dedans, ça ne nous intéresserait pas. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites depuis le début, je trouve, sur les podcasts, c'est la légèreté de ce média pour celui qui décide de raconter l'histoire. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que on peut caler une interview si on doit, même si on sait faire de la vidéo, aujourd'hui avec une télé traditionnelle, caler un cadreur, un ingénieur du son, etc., etc. Et puis surtout la personne va voir arriver une caméra, ça sera plus le même échange. Le podcast, typiquement demain, alors qu'il aura fait ce soir le 20h20 et la révélation de la liste, etc. Moi, j'en ai besoin pour mon podcast sur l'histoire des Bleus à l'Euro. Je vais voir Deschamps. Il me donne 20 minutes. Je vais arriver à la Fédé. Je vais poser mes deux micros. Il n'aura pas du tout la même pression que s'il avait une caméra en face de lui. Il sait que je vais pas lui parler de Benzema. Je lui demande et ça va être bien, je pense. Je suis sûr que ça va être bien. Et c'est l'avantage, l'un des avantages, ils sont très nombreux, du podcast et de cette expression-là. Voilà. Ça doit être très intimiste comme expérience avec quelqu'un comme Didier Deschamps, ce côté podcast, juste tous les deux, je suppose. C'est intimiste avec tous ceux qui sont là. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé ça et que ça me change et que j'aime bien cette écriture et que ça m'ouvre le cerveau. Quand vous passez 1h30 avec Lilian Thuram pour parler uniquement d'un bouquin sur le racisme, de l'histoire du racisme, de l'antisémitisme avec un ancien joueur de foot, c'est intéressant. Quand vous passez 1h30 avec Stéphanie Lefebvre qui a traversé l'Antarctique toute seule et qui fait de l'ultra trail et qui vous raconte ça, qui a un petit bout de femme d'1m62,
on est en face, on est à 1 mètre l'un de l'autre, et bah, il se passe quelque chose qui se passerait jamais avec une caméra. Ou alors il faudrait des jours et des jours pour arriver à ce quelque chose. Donc voilà, moi j'adore ça. Et effectivement, des fois le décor est pourri, des fois le lieu est pourri, des fois l'invité vous dit mais c'est quoi ce coin-là, mais il se passe toujours quelque chose. Bah écoutez Grégoire, merci d'avoir été avec nous, on vous libère. C'était un honneur de vous avoir avec nous. Nous, de notre côté, on va passer à la chronique de Lucas, mais du coup, on vous retrouve évidemment sur Téléfoot tous les dimanches et puis pour l'Euro, en tant que commentateur principal de l'équipe de France, avec plaisir. À l'Euro. Vous penserez à nous à chaque match, pas du tout, on l'espère, mais en tout cas, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup d'être venu avec nous ce soir, Grégoire. Salut à tous. Merci. Bon, on va passer à la chronique de Lucas. Donc, Lucas et Augustin, vous allez échanger de place. Allez, et puis, on est parti. Tu vas faire community manager. Lucas, le champ est libre. Fais-toi plaisir. Écoute, ça me fait plaisir. Déjà, tu vois, je suis venu sans iPad aujourd'hui parce que tout simplement. Tu es devenu indépendant, contrairement à moi qui suis toujours bloqué avec la technologie. Moi, je vais le lâcher un peu. Et je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très heureux déjà parce que, premièrement, les bars réouvrent demain. Deuxièmement, parce que Benzema va être qualifié sélectionné pour l'Euro. Et troisièmement, parce que je suis toujours accompagné de toi, Octave, avec ton beau sourire. Et ça me fait énormément plaisir. Alors, pensez que j'ai une veste qui me tient chaud, donc tiens. Donc préparez bien vos pop-corn et on va commencer directement la chronique. Alors comme vous le savez, si vous suivez un peu le Nightly depuis le début, il s'agit d'une chronique où je vais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle le dossier. Je vais venir un petit peu sur l'actualité du jour. Et aujourd'hui, c'est le journalisme, une nouvelle forme de narration. Et j'avais envie de faire une chose un peu différente de d'habitude. Alors bien évidemment, on connaît le journalisme, c'est quelque chose qui me plaît personnellement parce que je veux être journaliste plus tard. Soit journalisme, le gars. Exactement. Je veux être journaliste plus tard. En fait, au début, pour tout vous dire, j'hésitais entre être vétérinaire ou journaliste. Le truc, c'est que j'aimais caresser les animaux, mais j'étais éclaté en sciences totales. Et donc, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je parle devant une caméra à faire des conneries comme aujourd'hui. Alors, le journalisme, c'est très très large. Comme on a dit, il y a plusieurs types de journalisme, des rédacteurs, des intervieweurs, des gens devant l'écran. Et il y a aussi différents types de journalisme, le journalisme sportif, le journalisme culturel, le journalisme politique, etc., etc. Et j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait potentiellement me plaire dans le journalisme et ce qui, à l'inverse, ne pouvait pas me correspondre du tout. Et moi, un truc, Octave, qui ne peut absolument pas me correspondre, c'est bien évidemment le direct. Parce que, alors tu vas me dire, mais t'es complètement con, t'es devant Twitch et des milliers, de chroniques, je crois, des centaines de milliers de personnes qui te regardent et donc tu vas me dire, mais là t'es pas stressé, énormément, vous le savez pas, mais parce que Octave, tu es mon pilier, j'arrive à faire cette chronique en entier, mais je sais pertinemment que si j'étais dans un direct, je serais le genre de personne à faire cette erreur. Donc voilà, juste pour présenter un déplacement, je ne vous fais pas une description de ce qui vient de se passer, mais je serai totalement le genre de personne à faire cela. Un autre truc aussi que je ne pourrais absolument pas faire à part le direct, c'est bien évidemment parler anglais dans une chaîne à l'international parce que tout simplement le speak spoke spoken et le flip flap flop, j'en ai marre. Ça fait des années que je le fais. À W, je me suis tapé aussi de l'anglais et autant vous dire que j'en ai ras le bol. Et je sais très bien que si je mélangeais et le direct et l'anglais, ça donnerait exactement mon sosie que vous allez voir à l'instant. How are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. Why are you here tonight? Très bien. Respecte le haut anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Why do you think that Giroud is the best French player? Yes, he's a Giroud. Last question. Do you know who is the English Prime Minister? Yes, I am. Le Yes I am de la fin est formidable. Incroyable. Iso Giroud, évidemment, le plus grand. Exactement. La plus grande vidéo de ces dernières années.
et qui va encore être très performant à l'Euro, j'en suis sûr, même si Benzema va lui prendre sa place encore C'est une pas fois. encore fait, c'est pas encore fait. Propagande. On verra ce soir. On verra ce soir. Mais par contre, j'ai 2 autres métiers que j'aimerais énormément faire en tant que journaliste, enfin, qui m'est venu en tête plusieurs fois. Tout d'abord, c'était l'idée d'être un faux journaliste. Alors tu vas me dire quel est ce métier d'être un faux journaliste, mais tu vas voir ce que je veux dire. C'est en gros une histoire, on s'est toujours dit, par exemple Grégoire Margoton ou des journalistes culturels, etc., quand ils vont dans des spectacles ou dans des matchs, ils ne payent absolument pas leur billet, tout est gratuit. Et tu vois où je veux en venir, c'est que plusieurs fois je me suis déjà dit, mais si je me fais passer pour un journaliste et que je dis que je vais aller dans un stade de foot ou dans une salle de spectacle pour voir un spectacle, eh bien je ne payerai pas. Eh bien, cette histoire, il y a un monsieur qui l'a fait pendant 22 ans. Il s'est fait passer pour un journaliste et il a pu aller dans plein de festivals, plein de concerts et interviewer ses plus grands artistes. Et ce sont Laurent Voulzy, Alain Souchon. Donc, on ne choisit pas toujours les bons artistes, mais en tout cas, il était très heureux de faire ça. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il se faisait tout payer. Quand je vous dis tout payer, c'est qu'il allait prendre des hôtels, il allait prendre des restaurants, il prenait aussi ses déplacements, il se les faisait payer par les organisateurs de ces événements. Et donc du coup, pendant 22 ans, tout se passait bien, machin. Et puis un jour, il s'est fait repérer parce qu'on lui a demandé sa carte de presse et malheureusement, il s'est enfui en courant. Et il s'est fait rattraper, on lui a enlevé sa fausse carte de presse et il a été jugé. Alors, c'est gentil, on lui a jugé que 2 500 € de dommages et intérêts parce que ce monsieur faisait tellement pitié. Alors là, c'est un peu le côté très triste, mais carrément, il réécoutait ses interviews chez lui, tout seul, pour un peu se remémorer parce qu'il ne sortait jamais, il n'avait pas de potes, etc. Ne pleurez pas derrière vos écrans. Et au final, le dernier métier que j'aimerais absolument faire, c'est celui d'agent secret. Alors encore une fois, tu vas me dire, mais il est complètement con celui-là. Aucun rapport avec le journalisme, mais tu vas voir, parce que cette histoire fait écho. Alors, il s'appelle Daniel Verlan, et en gros, ce journaliste, il a fait quelque chose d'incroyable. Il est venu s'incruster dans la réunion Zoom des ministres de la sécurité de l'Union européenne. Et donc, il s'est incrusté comment? C'est qu'il a trouvé les 5 premiers chiffres de la réunion Zoom, et pour le dernier, il a fait des tests et des tests. Et au final, il est tombé dans la réunion et je vous montre comment il est arrivé. C'est assez drôle quand même, son intervention. Donc il est tout en haut à gauche, comme vous voyez. Et donc il va faire un geste qui me termine de rire. Voilà, le coucou comme ça. Donc là, il est face à des ministres de la défense de l'Union européenne. C'est juste des gens lambda, normalement. Alors voilà, et en fait, ce qui est un petit peu compliqué avec cette histoire, c'est qu'il y avait un des ministres qui avait des affaires importantes exposées à la caméra. Donc ça n'a pas du tout fait rire, mais il a eu une réponse incroyable quand on lui a dit « mais vous êtes au courant que vous êtes face à des ministres de la sécurité, de la défense de l'Union européenne ». Il a dit « oui, désolé, mais je suis journaliste ». Donc c'est incroyable, moi je vais braquer une banque et je vais dire « oui, je suis étudiant ». Mais du coup, ça m'a donné une petite idée. Je me suis dit, à mon tour, je vais y aller. Je vais faire la même chose. Et donc, je me suis incrusté dans une réunion Zoom des premiers ministres français et du président Macron. Et j'ai trouvé quelque chose, je vous le sors à vous, parce que c'est assez embêtant. Je vous laisse regarder. C'est un secret, on n'a pas le droit de dire. C'est un secret et c'est une petite photo que je vous laisse regarder. Voilà, un petit rendez-vous ensemble. Donc, on peut voir Grégoire Margoton qui était très sympa avec nous, mais qui était au final en train de faire un bon petit dîner. Il nous mentait depuis le début. De quoi? Il nous mentait depuis le début. Depuis le début, il nous mentait. En tout cas, moi, je vais vous laisser sur ça. Ça m'a fait énormément plaisir de revenir. Je suis très heureux, encore une fois, que les bars réouvrent. Profitez demain pour aller vous bourrer la gueule autant que vous voulez, pour aller boire. Avec modération. Avec modération, bien évidemment, et les protections qu'il faut. Et aussi, un petit message pour tous mes amis beaufs, parce que moi-même, je suis beauf. Profitez demain de sortir à fond, parce qu'on ne vous en voudra pas d'être les plus bourrés, de crier partout et de jouer à « tu l'as vu ?» Mon cul. Excellent, je vous laisse sur ça. Allez, ciao. Merci Lucas pour cette superbe chronique encore une fois. Bien ouais.
Écoutez, on va pouvoir continuer notre discussion, donc on va pouvoir un peu plus détailler ce que vous quatre, pardon, j'allais dire vous trois, mais vous quatre vous faites au quotidien et ce que vous faites notamment dans le thème du jour, parce que si on parle de ce que vous faites, vous brossez les dents, ça intéresse très peu finalement notre audience, même si on peut en parler, hein. Moi je me brosse les dents 2 fois par jour, matin, soir, parce que le midi je suis pas chez moi, je peux pas. Ça n'intéresse personne, on continue. Donc justement, ce que je voulais dire, c'est que Augustin et Anaïs, vous deux, vous êtes passés par l'école W. Toi, Augustin, tu t'orientes actuellement, donc tu es au CFJ, et toi, Anaïs, toi vas passer dans la formation nouvelles écritures. Je veux bien que tu me détailles parce que je suis pas sûr de ce que je vais dire. Alors c'est une prépa que l'école W lance à la rentrée prochaine, et c'est une prépa pour préparer les écoles de fiction, puisque j'adore le journalisme, mais je pourrais jamais faire ce que Augustin fait, ça me correspond pas, et la fiction me correspond plus, donc j'ai décidé de faire ça et de me prendre une année de césure pour préparer les écoles, parce que cette année c'était trop compliqué, et voilà. En plus avec le Covid, je suppose que ça devait pas être facile. Toi Augustin, donc justement, elle ne pourrait jamais faire ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que journaliste, je n'arrive pas à le dire ce mot, en tant que journaliste, en quoi consiste, comment tu prépares ton travail, qu'est-ce que tu fais au CFJ, comment tu y es entré aussi également? Alors, qu'est-ce que je fais au CFJ? Au CFJ, les premières années, en fait, on touche à tout. On n'a pas encore choisi nos majeurs, comme on dit, donc en fait, on n'a pas choisi nos supports. Il y a la télé. C'est 2 ans le CFJ, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un master en 2 ans. Du coup, la première année, voilà, on touche à tout. J'ai fait de l'enquête écrite, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de la radio. Là, je sors d'un reportage qu'on vient de faire, le dernier truc de l'année qu'on devait faire. Moi, j'étais dans le sud, à Sainte-Maxime. Un reportage sur les pêcheurs de Sainte-Maxime qui galèrent avec les touristes et les milliers de bateaux dans le golfe de Saint-Tropez. Donc, voilà. Et comment, tu m'as demandé comment je suis arrivé au CFJ? Ouais. En fait, déjà, si je suis venu à l'école W à la base, c'est parce qu'elle avait été créée par le CFJ, que je connaissais déjà avant de venir. Et qui est une grande école de journalisme depuis déjà plus de 75 ans. On le disait, Grégoire en a fait partie. Et tu es peut-être la classe d'ailleurs. Un futur grand. Ouais, du coup, moi je suis à la 75e promo, donc c'est une école qui a été créée après la guerre. Ouais. Donc, je suis pas le premier. Et du coup, comment je suis arrivé là-bas? Du coup, je suis venu à W pour ça. Et en fait, à la fin de la 3e année de W, il y a un conseil de classe où il choisit s'il t'octroie ou pas une passerelle vers directement les euros du CFJ. Et du coup, je l'ai obtenu par rapport à mes résultats, qui étaient pas mal. Et du coup, j'ai eu accès directement aux euros. Euros un peu bizarre d'ailleurs parce que c'était pendant le Covid. Je ne sais pas si les gens qui écoutent ça aujourd'hui auront des euros en visio. Cette année, ouais. Mais c'était assez spécifique. Cette année, je pense l'année prochaine, j'en sais rien, on verra. Ouais. Mais en tout cas, c'était très bizarre de faire un oral en Zoom. Mais voilà, ça s'est bien passé. Il y avait de l'actu, comme dans tous les euros, il y a de l'actu. Ils te demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ta motivation, tout ça. Il y avait des tests de français, des tests d'anglais, tout ça. Et ça s'est plutôt bien passé, je crois, parce que j'ai été pris. Apparemment. Et puis voilà, j'avais fait aussi la prépa que W nous offrait quand on était là-bas, quand on était étudiant là-bas. Enfin, une partie de la prépa, je crois. Et j'avais, je crois, un cours par semaine d'actu pur. Et c'était vachement bien parce que ça permet d'être dedans à fond. Mais justement, toi et Anaïs, vous êtes partis sur une formation journalistique de base. Mais toi, Aurore, aujourd'hui, tu fais un podcast qui s'appelle Luxologie, on en parlera juste après. Ouais. Mais à la base, toi, tu viens complètement d'un milieu différent. Tu faisais du retail, tu as fait une école de luxe. Ouais. C'est complètement à l'opposé, enfin pas à l'opposé, mais dans la méthodologie, c'est complètement différent de ce que tu fais. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais un podcast qui s'apparente en partie à du journalisme. C'est plutôt une des nouvelles écritures dont on parle tant depuis tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé vers ce milieu-là? Alors, du coup, comme tu le disais, moi j'ai fait une école de marketing et communication, marketing du luxe. Donc rien à voir avec le journalisme. Là, on est plus dans tout ce qui est comment vendre un produit en fait. Voilà. Pour la petite histoire, quand j'étais petite, mon père par exemple m'emmenait à la maison de la radio assez régulièrement voir des émissions parce qu'on pouvait y assister à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Enfin, surtout avec le dans le 15e, je suppose, dans le même la maison de la radio qu'aujourd'hui. Exactement. 16e, oui, bien joué. Ouais, 16e. C'est de l'autre côté du pont, je me trompe à chaque fois. Donc des émissions comme Le Masque et la Plume. Ça, c'était des très bons souvenirs. À la maison, pareil, on était beaucoup plus radio que télé. C'est quelque chose qui t'a attiré de base, la radio, du coup Du coup, je pense que ça a influencé le fait qu'aujourd'hui, je fasse un podcast. Tu vois. Après, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus attirée vers le journalisme que le marketing. Après, je pense que c'est des soucis aussi d'orientation. Enfin, les choses se sont faites comme ça. Et alors, je rejoins aussi ce que disait Grégoire. Effectivement, on fait du journalisme, c'est un tuyau qui est différent. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que je me considère comme une journaliste? J'aimerais bien, mais je n'ai pas la formation que vous avez, par exemple. Donc, je ne pense pas pouvoir le revendiquer et dire « Ah oui, je suis journaliste, ça j'ai un podcast. »
Même si ça s'apparente un petit peu à ça, mais dans la forme, voilà, il manque sûrement des outils, c'est pas forcément parfait, même si c'est des choses qui se travaillent. Et justement, on va en parler de ton podcast juste après, mais je voulais poser exactement la même question à Thomas. Toi, Thomas, à la base, tu faisais les decks. Non, le M Lyon, pardon, excuse-moi. Le M Lyon, qui est en partenariat avec l'école W, était venu en 3e année à l'école W pour faire ta 3e année ici. Mais donc, à la base, les decks, c'est une école de commerce. J'espère pas. Non, le M Lyon, que tu as réfléchi. Le M Lyon, c'est une école de commerce. Aujourd'hui, que ce soit dans ton stage ou dans la manière dont tu racontes tes périples, tu t'éloignes de plus en plus de ce qu'on peut faire dans une école de commerce comme le M Lyon. Ouais, je pense que mon projet d'aventure, finalement, il me permet de toucher un peu aux deux. C'est qu'il y a une dimension un petit peu entrepreneuriale qui fait qu'aujourd'hui, moi, ma problématique, c'est comment convertir un voyage, finalement, quelque chose que n'importe qui peut faire pendant ses vacances, en quelque chose de professionnel. Donc, ça va être un film, un livre, des interviews télé, des conférences. Et donc, ça, c'est l'aspect entrepreneurial. Mais ensuite, je m'en éloigne de plus en plus avec ce nouveau diplôme au sein de W, grâce à mon stage aussi en tant que journaliste. Et voilà, et c'est pas pour me déplaire, justement, parce que j'avais envie d'apprendre un peu à raconter mes aventures de manière professionnelle et intéressante. En école de commerce, on nous apprend à communiquer, mais c'est une communication très corporate, très cadrée. Et je pense qu'une formation comme W permet un petit peu de se lâcher, d'apprendre d'autres manières de communiquer, peut-être plus innovantes, plus naturelles, plus fraîches, plus jeunes. Et voilà, donc je pense que ça fait du bien à mon parcours, cette pluralité des compétences. Et ce double diplôme, je vois vraiment un apport énorme cette année au niveau de mon projet. Mais justement, ça t'aide beaucoup dans tes projets, donc on va parler de vos projets, notamment toi, Aurore. Donc, tu as un podcast qui s'appelle Luxologie. On a un petit extrait audio qu'on va pouvoir mettre avant que tu puisses expliquer en quoi ça consiste. Donc, on va envoyer l'extrait et après, tu nous expliqueras. Très bien. Je suis Aurore, fondatrice de Luxologie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Décrypteur du luxe. Qu'est-ce que ce luxe dont on nous parle si souvent ? D'où vient-il ? Quelle est son histoire ? Quels sont ses mystères et surtout, qui sont ses acteurs ? Comment ce qui était artisanat est devenu industrie pour se perpétuer sans jamais cesser de croître ? Le luxe est rêve, mais surtout temps. Alors ici, nous le prendrons pour tenter de décrypter ce qui, des origines à nos jours, a été facteur de civilisation, mais surtout de culture. Digital, retail, ressources humaines, droit, création ou encore artisanat, c'est à travers la mode, la joaillerie, l'hôtellerie, la gastronomie et bien plus encore que nous parlerons de ces luxes qui nous font dire le luxe. Parce que le temps du luxe est celui du rêve et qu'il se conjugue à l'infini. Je vois que ça fait un peu bizarre de s'entendre. Ouais, donc ça, c'est l'introduction de tes podcasts, c'est ça? C'est l'introduction exactement, et pour la petite anecdote, c'était au tout début, j'avais pas de matos enregistré sur le téléphone, comme tu vois, le son, genre... en vrai, c'est assez correct. Ouais. Mais donc du coup, tu as déjà sorti 3 épisodes, donc la deuxième partie de ton 3e épisode, il y a, je crois que c'était hier, si je dis pas de bêtises, ou il y a... Ouais, c'était il y a quelques jours. Quel jour Oui, hier. J'ai pas envie de te mettre mal à l'aise et de dire des bêtises, mais en tout cas, tu as déjà sorti 3 épisodes. Ouais. Mais concrètement, donc, qu'est-ce que tu racontes? Donc là, on entendait un petit extrait où tu le décris pour les auditeurs. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, en quoi ça consiste et qu'est-ce que tu racontes dans ces 3 premiers épisodes? Alors, pour passer rapidement sur les 3 premiers thèmes, on avait un premier épisode sur le luxe et le développement durable. Le développement durable, c'est transversal, ça touche à peu près tous les secteurs aujourd'hui. Il y a surtout une énorme problématique dans le luxe parce qu'on sait qu'on fait des produits qui sont... en fait, c'est assez ambivalent, parce qu'on a des produits qui sont conçus pour durer, qui sont créés pour être éventuellement transmis aux enfants, aux petits-enfants, etc. Mais en même temps, parfois, on peut avoir des procédés de fabrication qui vont être très coûteux pour l'environnement. Ouais. Donc du coup, aujourd'hui, c'est comment concilier les deux et faire en sorte que les produits soient vertueux à la fabrication, qu'ils aient un impact sociétal aussi positif, que ce soit pour toutes les parties prenantes. Donc là, ça, c'était un peu la problématique du premier épisode avec Mike O'Reilly, d'ailleurs, que je remercie encore d'avoir participé au premier et d'avoir un petit peu aidé à lancer aussi le podcast. Parce que tu t'appuies sur des professionnels pour, Exactement. Pour parler de ça. Toi, tu faisais partie du milieu et tu, justement, t'interviews
Ouais. Tu parles avec des professionnels du secteur pour. Alors Mike t'éclairer était sur mon ces professeur sujets. en fait, Ah, si tu carrément. veux, ouais, à l'EIML. Et lui a eu beaucoup d'expérience justement auprès de maisons de luxe, donc dans la mode et le design essentiellement, Ouais. sur ces problématiques. Il a accompagné Hermès, tu vois, par exemple, dans les années 80, sur la problématique des peaux Donc, exotiques, c'est notamment clairement quelqu'un croco. de. Tu vois. C'est clairement quelqu'un qui a une valeur ajoutée à Ah, un j'étais podcast. complètement. Ouais. Ok. Lui, il est vraiment spécialiste. En fait, je vais voir que des spécialistes en leur domaine. C'est-à-dire que si je vais voir une personne qui parle du digital, c'est pas quelqu'un qui connaît à peu près le sujet. Non, c'est quelqu'un qui connaît à fond la problématique et qui saura vraiment en parler et qui pourra aussi donner des perspectives d'évolution à ce secteur-là dans Appliqué au luxe. Ok. Le second, là, c'est avec Eric Brionne, qui est une personne assez reconnue dans le domaine du luxe. Ceux qui y travaillent ou qui s'y intéressent, je pense, reconnaîtront le nom, qui a écrit des ouvrages qui font référence aujourd'hui. Et là, on a parlé plus un petit peu des perspectives en fait, d'évolution du luxe de demain, comment il doit s'adapter en fait, notamment aux nouvelles générations, la génération Z, et qu'est-ce qu'il attend surtout après cette crise sanitaire qu'on a connue. Et le dernier, enfin, on a évoqué le monde du retail avec Nicolas Rebet, qui a un cabinet de... Qui est toi un monde que tu connaissais assez bien. Le parce que retail, t'avais oui, que je travaillé connaissais dedans. assez bien, parce qu'en tant qu'étudiante, je pense qu'on a un peu tous fait des jobs par-ci, par-là. Et au début, je me suis dit, vas-y, je vais faire de la vente dans le luxe. Déjà, ça me permettra d'avoir une expérience dans le domaine. Mais j'allais pas de gaieté de cœur, très sincèrement, au début. Tu te dis, bon, je vais faire de la vente. C'est un milieu complètement différent. Je Et sais en pas fait, si c'est vous, complètement différent. Ouais, c'est complètement et- différent de vendre dans un magasin traditionnel. si Ah oui, je non, veux mais dire. ça, oui, bien sûr. Et puis, au-delà de ça, je pense que vous avez une formation dans le luxe et j'invite tous ceux qui, d'ailleurs, font cette formation à passer par la boutique parce que c'est hyper intéressant, c'est hyper riche d'enseignements. Et si tu veux faire du marketing, de la com, ce que tu veux dans une maison de luxe, je pense que tu es obligé de passer par le terrain pour comprendre comment aussi les clients fonctionnent, ce qu'ils veulent, que les c'est la problématiques finalité, du c'est là où la terrain. vente se fait. Exactement. Et les problématiques que rencontre le terrain par rapport aux décisions qui sont prises en amont. Et ça, c'est hyper important. Et des fois, tu as un décalage en fait entre ce qui se passe dans les bureaux et ce qui se passe sur le terrain. Ok. Ça, c'est intéressant. Et aussi, tu as des disparités de fonctionnement entre, par exemple, un point de vente qui va être au Galeries Lafayette, un qui va être au Printemps, un au Bon Marché, un à Montaigne, etc. Donc, C'est des publics différents à qui ça s'adresse. c'est des clients qui sont totalement différents. T'en as, ça va être des étrangers, mais tu vas voir, par exemple, au Galeries Lafayette, ce sera plus des Chinois. Mais tu ne vends pas du tout à un Chinois comme tu vends un Japonais, un Russe, un Coréen, ou un Anglais ou un Américain. Tu vois, c'est des publics qui sont totalement différents. Et la Française du Printemps sera peut-être pas la même que la Française du Bon Marché ou de Montaigne. Justement, tu Ou parles, du Faubourg Saint-Honoré. tu parles de nationalités différentes. Toi, Aurore, pour ton podcast, Moi, c'est Anaïs. Allez, ça. j'étais dans ma transition parfaite avec les nationalités et j'ai tout gâché. Mais toi, du coup, Anaïs, excuse-moi, je suis confus. Toi, tu te concentres principalement, même pour ton podcast 75 qui est sorti l'année dernière et la saison 2 qui va sortir très bientôt, tu te concentres principalement, du coup, même Sur Paris. uniquement sur Paris. Uniquement sur Alors, Paris. qu'est-ce que tu racontes dans ce podcast? Qu'est-ce que les gens te racontent? Et comment t'es venue l'idée, comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que tu peux détailler un peu plus comment ça t'est venu, cette passion de la ville de Paris? Déjà de base je viens de Normandie, donc Ouais. j'ai grandi là-bas, à côté du Havre. Donc d'ailleurs j'espère que Édouard Philippe viendra un jour au micro de 75, j'y travaille. Donc, Et il n'est pas que parisien, du coup, il est aussi à vrai. Exactement, mais moi il y a aussi après une saison vraiment où j'ai fait que du parisiano, quoique non, parce que par exemple le premier épisode c'était Soledad, qui était d'ailleurs étudiante à W, qui elle vient de Guadeloupe. Qui a eu une expérience à Montréal et qui est arrivée à Paris en même temps que moi. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on est arrivé à Paris en même temps, mais on n'a pas du tout la même expérience parisienne. Elle, de par sa culture, parce que sa mère est argentine, donc de par sa culture argentine, elle a une culture bien spéciale. De par sa culture guadeloupéenne, elle a une culture très spéciale et on n'a pas du tout les mêmes expériences. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a passionnée quand je suis venue ici. Parce que pour moi... ça m'a passionnée de voir que tous les Parisiens avaient une vision différente par rapport à la ville et une histoire complètement différente par rapport à la ville. Et c'est vrai que j'ai pu avoir à chaque fois des témoignages super différents. Et c'est souvent des femmes. Il y a eu justement qu'un homme, donc c'était la personne que j'ai interviewée en On ne dernier. dira pas son nom. On peut le dire, c'était Gaspard Ganzer, qui est un élu à Paris et qui a été en lice pour les municipales. Qu'on salue si nous Et qui regarde, était ancien conseiller communication de François Hollande, donc ça c'était très cool. Et voilà, c'est juste témoigner de mon amour pour cette ville et de montrer justement, c'est une ville, mais il n'y a pas deux Parisiens pareils. Et vraiment, pour le coup, vraiment. Ok. Et donc pour la saison 2, ça va arriver très bientôt, c'est ça? Ça va arriver très bientôt. Après, je suis un peu sous l'eau grâce ou à cause de mes autres travaux à côté. Ouais. Mais non, j'y travaille et je pense que ça va être techniquement mieux.
parce qu'on va pas se mentir, au niveau du son, je ne savais pas le faire, donc forcément il y a Non, plein tu as de... appris des petites notions de mixage et tout J'ai ça, appris donc, des notions, je la sais... débrouille, comme on disait évidemment tout Exactement, à j'ai l'heure, appris. En fait, j'ai au appris début de vraiment l'émission. sur le tas. Pour le coup, il n'y a personne qui m'a formée, à part AW en dernière année où on avait plus des sessions de podcast. Mais c'est vrai que oui, la deuxième saison va arriver et ça va être cool. Bah, Ça va être super. très sympa, Super. j'espère. Bah, on espère aussi, évidemment on ira voir. On donnera évidemment tous les réseaux où est-ce que vous retrouvez tous les deux en fin d'émission. Juste, je passe à Thomas. Thomas, toi donc, on le disait en début d'émission, tu es un explorateur, tu fais de la vidéo, toi tu fais aussi des conférences. Et comme tu disais, c'est toi qui choisis à qui aussi tu vas t'adresser grâce aux relations presse. Comment, en tant qu'étudiant, comment en fait cette passion t'est venue et aussi comment tu la concilies avec forcément ton quotidien d'étudiant qui est bien différent du quotidien d'un explorateur entre guillemets donc dans l'imaginaire de ce qu'on peut s'en faire. C'était pas très clair. Ouais. Alors, déjà, cette passion, elle m'est venue il y a assez longtemps. En fait, moi, j'ai fait 5 ans d'expatriation à Tokyo de mes 11 à mes 16 ans. Et quand je suis revenu en France, ça a été une période assez difficile pour moi. Je suis passé de la vie tokyoïte à la vie de banlieue parisienne, donc il y a eu un décalage énorme. Et du coup, j'ai eu ce besoin de me replonger dans finalement un environnement multiculturel. Et j'ai trouvé cette réponse d'abord dans des livres. Au début, j'étais vachement orienté dans le développement personnel. Et avec le temps, j'ai eu envie d'aller plus loin quand la théorie. Donc, mais moi, je suis resté dans les mots et les textes. Et je me suis plongé dans les textes d'explorateurs qui, pour moi, étaient une manière de se libérer, non plus seulement par l'esprit, mais aussi par le corps. Et au fil de ces lectures, et surtout à mon entrée en études supérieures, et j'avais choisi une école de commerce pour ça, c'était pour avoir une dimension multiculturelle et partir à l'étranger faire des stages et des échanges. J'ai pu commencer à retrouver cette dimension internationale qui m'avait manqué pendant cet entracte entre Tokyo et mes études supérieures. Et ça m'a fait un bien fou, à tel point que sur l'année 2018, donc à cheval entre ma première et ma deuxième année d'école, je suis parti dans 11 pays différents. Et en même temps, sur ma première année d'école, j'étais major de promo, alors qu'en dernière année, en terminale, j'étais dernier de ma classe. Donc en fait, ça m'a tellement boosté et mis bien que j'étais... En fait, ça t'a reboosté hyper actif. en productivité, ça t'a donné un boost assez dingue, comme tu le dis. Ouais, ça a été beaucoup plus complètement changé performant. ma vie. Enfin, je me rappelle, j'étais en échange à la Dublin Business School, on avait nos partiels du second semestre, et je dis à mes potes, moi je vais aller réviser sur une île au milieu de l'océan Atlantique, et en même temps je vais faire une rando. Et j'étais en mode hyper productif, j'avais pris des vols low cost, donc j'avais 36 heures d'avion au total, j'avais trois avions différents et 2 escales. Et je m'étais dit, mais si je révise pendant plus de 20 heures comme un taré dans l'avion, j'aurais révisé autant que si je passe 3 heures par jour sur une semaine chez moi, comme vont faire tous mes potes. Et voilà, je devenais hyper actif en fait, et c'était un peu le début de cette vie d'aventurier, de trouver des solutions et de booster un peu le quotidien. Et ensuite, en 2019, je suis parti en Amérique du Sud. Et là, je me suis lancé dans ma première expédition, la traversée du Salar de Uyuni, qui est le plus grand désert de sel du monde. Et je voulais le faire sans moyen de communication et en autonomie complète, donc en transportant toute mon eau pour une semaine, ma nourriture et surtout sans moyen de communication, on n'a pas de plan B. Donc on assume vraiment ses choix. Et c'est là où pour moi on rentre dans une expédition et dans l'exploration, même s'il y a des expéditions qui comportent des moyens de communication. Mais disons, j'avais envie d'avoir une vraie première approche et pas de fausser le truc en ayant toute la sécurité, en faisant ma rando dans les Alpes, en me disant, ça y est, je suis Mycorn. Je voulais me tester en conditions réelles, assumer réellement les conséquences de mes choix. Et j'ai pu le faire, et ça m'a tellement plu que du coup, en sortant du Salar d'Uyuni, 9 jours plus tard, je suis reparti pour le Salar d'Atacama, ce qui n'était pas prévu. Et voilà, et après, ça s'est enchaîné, et ça m'a un peu dépassé. Enfin, après, je suis parti en Patagonie, l'été dernier, c'était en France, et là, je monte d'autres projets. Et voilà. Et alors, pour répondre à ta deuxième question, pour le quotidien, je pense que, en fait, j'ai un quotidien qui est assez proche de beaucoup d'aventuriers, mais je pense qu'on fantasme énormément le quotidien d'aventurier. On a l'idée de Mycorn tout le temps sur son bateau à faire sa vidéo YouTube. On a l'impression qu'il est tout le temps en train de bouffer des ours et de dormir dans des glaciers. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est une expédition, ça représente 2% de la vie d'un explorateur. Et il y a 98%, c'est de l'entrepreneuriat. Parce que pour monter un projet, par exemple, je pense à Mathieu Torder,
qui se revendique plus entrepreneur qu'explorateur et qui est finalement un explorateur très urbain qui vit à Paris. Mathieu Torder, quand il est parti au pôle Sud, son projet c'était un projet à 100 000 euros et il a tout financé grâce au sponsoring et il a passé 2 ans à chercher des sponsors, à préparer, à trouver une boîte de prod, à préparer son film, à préparer son livre. Donc on voit que c'est énormément Et ensuite, il est parti. C'est énormément de préparation et en fait, il y a que l'expédition en soi, c'est finalement très peu de temps par rapport à toute la préparation et même l'arrière même l'après. Enfin, en fait, c'est vraiment juste une toute petite, une partie quasiment infime, même si c'est finalement le plus important. C'est ça. Par exemple, pour revenir à Mathieu Torder, il a passé 2 ans à préparer son projet et 2 mois à le faire. Et là, je prépare un projet sur 6 mois et ce projet, il va arriver dans 1 an et demi. Et donc, je me donne 1 an et demi pour préparer un projet de 6 mois. Donc, on voit bien qu'il y a 3 fois plus de préparation que de temps d'aventure. Et je pense que ensuite, le temps de travail à mon retour va être énorme parce que j'ai envie de vraiment pousser le projet loin et donc, de peut-être bosser sur un film ou quoi. Donc, je vais repartir sur 1 an de travail sur le projet. Et donc, finalement, une aventure de 6 mois, elle peut prendre 3 ans d'une vie. Donc, je pense que c'est le quotidien d'énormément d'aventuriers. On s'en rend juste pas compte et on fantasme en fait le peu de temps qu'ils vont passer en expédition en imaginant que c'est ça leur quotidien, alors pas du tout. Ok, et donc tout ça on le retrouve sur ton site internet, Thomas, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Sur mon site internet on peut voir mes récits, les photos, enfin voilà, un peu tout. Ok, dernière chose avec toi, Augustin. Toi, tu as un profil entre guillemets de journalisme plus classique. Vers quoi, toi, tu t'orientes, vers quoi tu aspires à l'avenir? Tu me disais tout à l'heure que tu allais plutôt partir vers la télé. Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui et vers quoi, en tant que journaliste, putain, j'arrête pas de faire l'erreur. En tant que futur journaliste, vers quoi, toi, tu veux aller et qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, je dois choisir ma majeure à la fin de l'année pour la 2e année où moi, je pense que je vais choisir télé. Du coup, c'est pas vraiment un nouveau média pour le coup, c'est plutôt un média traditionnel comme on dit. Tu avais déjà travaillé dedans, comme tu le disais d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, mais pour le coup, j'étais pas vraiment à la télé parce que c'était plutôt le pôle numérique d'une émission de télé. Mais bon, c'est tout comme quoi, j'étais dans la rédaction, c'est déjà ça. Et dans le rêve, j'aimerais faire de la télé, du reportage format long. Je sais pas si vous voyez les reportages Arte, des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que Arte, on dit que c'est une chaîne de vieux. C'est vrai que la moyenne d'âge des gens qui regardent Arte, c'est 67 ou 70 ans, c'est un truc de ouf. Et en fait, sur YouTube, ils cartonnent et ils ont des documentaires hyper intéressants. Puis même leur format court aussi, d'ailleurs, justement, c'est assez bien réussi. Hein. Eux, par exemple, ils réussissent hyper bien leur transition numérique, quoi. Moi, je regarde que sur YouTube, je regarde pas la télé parce que souvent c'est la journée et que je suis pas de chez moi. Et donc, le rêve, ce serait de bosser pour une chaîne qui fait du long format à la télé, du journalisme de terrain à l'étranger. Bon, j'ai pas encore. Plutôt nature ou géopolitique Moi, je suis plutôt intéressé par la géopolitique, les relations internationales, mais le côté société à l'étranger m'intéresse vachement. Ouais. Je suis pas encore fixé, je prendrai ce qu'on me donne. Mais en tout cas, tu es plus parti sur un profil de reporter. Ouais, c'est ça, reporter. Bon, je suis pas celui qui a envie d'aller courir sous les bombes. Hein. C'est pas trop mon délire, mais j'en sais rien. Ça se trouve, je suis prêt à prendre des risques pour aller à l'étranger. Ce serait cool. Ça me donne envie à côté. Ouais, c'est formidable ce qu'il raconte. En tout cas, on te l'espère, on te souhaite le meilleur. Donc, pour résumer, toi, Aurore, on peut te retrouver sur luxologie. .fr, exactement. Site internet que je viens de lancer, où vous aurez une bibliographie, les épisodes et des articles régulièrement. Après, sur toutes les grandes plateformes d'écoute, donc Apple, Deezer, etc. Spotify, exactement. Et ensuite, Instagram, forcément. Luxologie-podcast. Et voilà. Et LinkedIn. Bon. Anaïs, pour 75 et même pour ton autre projet de bande dessinée dont on n'a pas eu le temps de parler, peut-être que tu peux en toucher un mot rapidement et puis après de reparler de 75 pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Déjà, il y a un site internet 75podcast.fr. Il y a un Instagram 75podcast. Moi, j'ai rien posté depuis le dernier épisode. Mais la saison 2 arrive. La saison 2 arrive forcément. Et puis W m'a aussi permis. C'est grâce à W en fait que j'ai fait 75. Et c'est vrai que tu parlais de ton père qui t'emmenait à la radio, tout ça. Et moi, peut-être que finalement, je puisse cet amour du podcast, de mon amour pour Patrick Cohen que j'aime. D'un amour. Qu'on salue aussi s'il nous regarde, évidemment. S'il regarde, d'ailleurs, il est bienvenu. Il est bienvenu dans l'émission. Où il veut, d'ailleurs. Où est-ce qu'il va, il est bienvenu. Ouais, vraiment, où il veut. Et donc voilà, c'est vrai que c'est marrant. Et puis voilà, W m'a permis de faire plein de projets à côté.
là, la saison 2 sera plus béton au niveau technique parce que pour mon projet de fin d'études, j'ai progressé parce qu'il y a eu mon projet de fin d'études où j'ai fait une fiction en podcast, une fiction audio. Et donc là, j'ai été coachée par une formidable coach qui était Alice Milo et qui a été incroyable. Donc si elle me regarde aussi, je la remercie parce qu'elle était géniale. Et ça n'a pas été... Enfin, une interview, je ne vais pas dire que c'est simple, mais voilà, on se pose, on parle avec la personne et ça va. Mais c'est vrai que la fiction, il a fallu faire la direction d'acteur, il a fallu, enfin d'acteurs de mes copines, hein, mais c'est des actrices pour le coup. Il a fallu écrire l'histoire, c'était plus compliqué, mais au niveau de la technique, ça m'a beaucoup aidé. Et puis oui, il y a eu aussi cette BD que j'ai pu faire pour montrer vraiment que W, c'est... Tu deviens un couteau suisse, quoi. On est un couteau suisse, c'est incroyable, vraiment. Un autre couteau suisse, du coup, Augustin, même si t'as pas de projet à promouvoir, peut-être qu'on peut te retrouver sur LinkedIn si ce couteau suisse s'intéresse. Surtout dans n'importe quelle terrasse de café à partir de demain. À partir de demain. Si vous marchez dans Paris, vous devriez me Sache trouver. que tu vas retrouver beaucoup de gens là-bas, hein, que ce soit ceux qui nous regardent ou ceux qui ne nous regardent pas, et peut-être ton LinkedIn si ça intéresse des gens, ton profil, si jamais. Moi je propose. Ah non, mais c'est moi qui. Je sais même pas ce que c'est mon LinkedIn, je suis désolé. Bah ça doit être Augustin Bernard. J'imagine. Il y a beaucoup de chance. C'est très peu. C'est ton prénom et ton nom finalement, ce qui est totalement normal. Et enfin, toi Thomas, on peut te retrouver sur ton site internet, si je dis pas de bêtises. Je te laisse évidemment nous dire comment on fait, où est-ce qu'on va, qui es-tu, où te retrouver. Alors on peut me retrouver sur mon site internet thomasdirect.com. Donc c'est mon nom et mon prénom parce que je n'étais pas très inspiré par les pseudos type le souffle du voyage ou quoi. Voilà, donc c'est assez basique, mon nom, mon prénom.com. Après, mon Instagram, c'est un contenu assez visuel, c'est de l'aventure, c'est beaucoup de photos et de paysages, donc je pense que c'est le bon média pour aller voir un peu ce que je fais. Et voilà, après c'est tout, peut-être dans des différents podcasts et tout, mais ça, c'est pas vraiment mes canaux à moi. Mais voilà, ce serait mon site internet. Super, merci Thomas. Écoutez, merci à tous les quatre d'être restés avec moi jusqu'au bout, c'était un réel plaisir de vous avoir. J'espère que vous allez évidemment réussir, que ce soit vos projets ou votre carrière de futurs grands reporters. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et je vous remercie encore une fois d'être venus. Au revoir, bon vent. Merci à tous. Merci. Je vais me baisser pour qu'on me voit encore. Hop, je vais me rasseoir, pardon. Le temps que on lève les caméras et on va accueillir un artiste qui s'appelle Machi. On décroche juste les caméras, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je regarde la caméra. Tout se passe bien. Machi, si tu veux bien venir me rejoindre sur le plateau. J'espère que tu vas bien. Je te fournis un micro pour que tu puisses parler. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? C'est 2 sons, c'est ça, ce soir? 2 sons, 2 exclus, juste pour Nightly W, avec plaisir. Bah écoute, je te laisse le terrain et puis on en rediscute après. Nickel. Allez, Quand tu veux. Force à toi. Wow, il y a la belle équipe là. Si on peut monter un peu le son. Machi. Les animaux aussi, on ne devait pas être loin. Wow. Cette vie de miracle. Le cœur en miettes, j'récupère ce qu'il y a dans le frigo. Je me nourris de haine et de l'amour de mes amigos. Loin de l'enfer, pourtant la vie ne sera pas sûre. Jack dans les veines, j'ai l'inconscience d'un poachino. On me dit Machi, lance-toi vite dans vie d'artiste. Tourne en ville, l'étoile brille dans le ciel que je privatise. J'ai pas envie d'attiser, vite, ne prends pas la bise. Tu viens sympathiser pour la gare au cannabis. Du fait que je puisse m'écarter des fils de 1. La frappe tabasse le crâne comme un banger. T'entends des bang bang et chez les frères Tango enlève ton tenga. T'as des sapes luxueuses, moi sur la tango. Je vais la faire zouker puis la faire valser sur du tango. J'ai fait pleurer Tango, je vois ça comme une défaite. Y'en a qui le fêteraient et qui s'en vanteraient, mais gars c'est pas beau. Donc là c'est pas beau, 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 beau. T'es-moi la fille là, t'es-moi cette vida, ou plutôt cette vie de mina, t'as pas bonne mine. Et après le tango, je vais lui faire danser le mia. À minuit, poto, j'ai trop d'ennemis, je vais lui faire danser le mia.
T'es la fila, t'es cette vida, ou plutôt cette vie de mina. Là, tu penses que c'est fini, hein? Non, garçon, non, garçon. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ouais, ah ouais. T'es la fila, t'es cette vida, ou plutôt cette vie de mina. De mina, t'as pas bonne mine. Et après le tango, je vais lui faire danser le mia. À minuit, poto, j'ai trop d'ennemis. D'ennemis, je vais lui faire danser le mia. T'es la fila, t'es cette vida, ou plutôt cette vie de mina. Un peu de drill là, ça fait plaisir, un petit peu de drill. Vas-y, tu peux balancer la suite. Bon, on a fait un truc un petit peu énervé, maintenant on va se calmer. On entend la tristesse. Je voulais partir d'ici, ouais. Je voulais partir d'ici, mais le plan tombe à l'eau. Je vais gratter des 16, j'ai arrêté les galos. Je m'en fume à la IA, dis qui a besoin. On connaît ce qui reste que s'il y a des gens. C'est pas pour rien que tu parles, même s'il y a le mental. Une équipe en vague, au plus dangereux qu'un squat. Je voulais faire un son calme et éviter les rixes. Comme tes potes en son calme pour la moitié d'un Twix. Matrixé par JTT, je verse ma haine en IGTV. Quand les stars le font, c'est légitime. Coup de pied dans la bouche de ces fétichistes. T'as fait le mec, je te félicite. Tu vas finir au local. Zéro poisson dans le bocal. La justice est bancale. Il pensait faire banco, il a fermé la boca. Les chaises qui nous gênent. Tout pour être sur les ondes. Des fréquences dans les veines. Je sais plus qui a raison. Y a des voix dans ma tête. Je suis proche de la maison, mais je veux quitter la terre. Je suis pas trop dans mon assiette. Je voulais partir loin d'ici. Et je vois que tous les anges du ciel fuient les démons qui m'habitent. Je suis pas trop dans mon assiette. Je voulais partir loin d'ici. Et je vois que tous les anges du ciel fuient les démons qui m'habitent. Je voulais quitter le pays, j'ai déjà eu ma dose. Une larme coule quand je repense à tout le mal que j'ai causé. Je garde mon matos pour la cause. Ou pour les mythos qu'il faut arroser. Roule à fond la caisse pour rejoindre la plage. Y'a que sur siège du mort que je suis à ma place. Il voulait pas ça, il roulait trop vite. Donc je prie pour Bastos et toute sa famille. Rapper c'est dur. Apaiser blessures c'est ce qu'on cherche à faire. Mais je saurais je t'y tue. Le sang coagule, cicatrise mes plaies à ta pute. Ma lettre d'enseignante va pour vivre en paix. C'est si près du but. Que l'espoir se meurt avec nous sommes en guerre. Je regarde le monde, des chaises qui nous gênent. Tout pour être sur les ondes, des fréquences dans les veines. Je sais plus qui a raison, y a des voix dans ma tête. Je suis proche de la maison, mais je veux quitter la terre. Je suis pas trop dans mon assiette. Je voulais partir loin d'ici. Et je vois que tous les anges du ciel fuient les démons qui m'habitent. Non, je suis pas trop dans mon assiette. Je voulais partir loin d'ici. Et je vois que tous les anges du ciel fuient les démons qui m'habitent. Wow. Tous les anges du ciel. La belle équipe les animaux. W. Machi. Et merci. Merci beaucoup Machi, c'était... Oh, regarde-le, on va discuter un peu. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Principalement sur Instagram, machi-off, O2F. Et voilà, il y a... Sur YouTube aussi, on a sur vu, YouTube, bien sûr. Il y a un clip qui est sorti il y a à peu près un mois, donc Pas Sommeil. Je vous invite à aller checker ça. Et sur les plateformes de streaming aussi, donc Spotify, Deezer, etc. Toute l'équipe, bien sûr. Donc Machi, partout. Machi off sur Instagram. Et puis voilà. Et là, tu prépares des choses là pour le futur proche? Alors, même un peu moins proche? Déjà, cet été, il y a un clip qui va sortir avec Mixpen et Skenda. On m'entend toujours. Ok. Donc il y a un son qui va sortir avec Mixpen et Skenda qu'on va clipper. Donc allez follow aussi les deux. Il y a du lourd qui arrive. Et puis moi, je prépare un petit EP pour fin de l'année là normalement. Donc on va essayer de charbonner ça. Et
Puis voilà. Hein. Bah écoute, hâte de retrouver ça. Je vais te laisser aller signer le mur, il y a des petites craies en bas. Tu fais une petite signature et moi je vous dis à bientôt. On te filme en train de signer. Et puis merci encore, un plaisir. Merci à tous d'avoir suivi l'émission et je vous dis évidemment à dans 2 semaines. Cette fois-ci, ce ne sera pas mardi, ce sera évidemment mercredi. Il me semble que c'est le 6 juin, mais on vous reconfirme ça très vite, 5 ou 6 juin. En tout cas, à très bientôt et merci à tous d'avoir suivi cette émission. Au revoir.